Salut à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous de foot préféré, Revue Foot 26. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une émission riche en actu, analyse et passion du ballon rond. Avant de plonger dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter mon fidèle acolyte, toujours aussi affûté dans les commentaires et pertinent dans ses analyses. Bien sûr, j'ai demandé El Profe. Bonjour, bonjour. Et à chaque fois, tu me fais des présentations de malade. Ça fait plaisir, c'est beaucoup de compliments. Affûté, ouais, ça c'est clair. Le prochain job, ce sera éventuellement de travailler en tant que commentateur du catch avec... comment il s'appelait avec les deux Christophe Belges, là, Ajus. Excellent. Non mais voilà, écoutez les gars, en tout cas vraiment merci beaucoup de nous retrouver. On a reçu beaucoup de retours aussi sur les réseaux sociaux, donc vraiment continuez à donner la force, continuez vraiment à faire en sorte que on puisse grandir cette émission ensemble. C'est notre projet, comme dirait Manu. Donc vraiment les gars, vraiment merci beaucoup du soutien. Au programme cette semaine, on va démarrer en Suisse avec le dossier brûlant du moment, le rachat du Lausanne Sport, un sujet qui agite beaucoup de supporters vaudois. On reviendra également sur la mauvaise nouvelle de la semaine, la blessure aggravée d'Alvin Sanchez, un coup dur pour le joueur et son équipe. Ensuite, place au débrief du match Suisse-Luxembourg qui s'est déroulé à Saint-Gall. On mettra en lumière les hommes forts de cette rencontre, donc Muheim et Vargas, nos joueurs du match. On analysera également les résultats, on proposera quelques idées pour améliorer encore la performance de notre natif, parce que je sais que Yakin nous écoute absolument toutes les semaines. Et bonjour Mourad. Il est très attentif à ce qu'on propose. Après cette belle page suisse, direction le football international avec 3 gros dossiers. On a Trent Alexander-Arnold qui pourrait éventuellement débarquer à Madrid. Harry Kane pressenti pour un retour explosif en Première Ligue et les résultats chauds des matchs retour de la Nations League qu'on va bien sûr vous donner en détail. Et enfin, dans notre rubrique spéciale aujourd'hui, zoom sur Brighton, l'équipe qui surprend et qui séduit la Première Ligue cette saison. On se demandera jusqu'où ils peuvent aller et quelles sont les clés de leur succès. Donc installez-vous confortablement, Revue Foot 26 commence tout de suite, c'est parti. Comment s'est passée ta semaine, Profe ? Plutôt bien, j'ai eu mon premier match de championnat avec mon équipe, on a gagné, match très important. Beaucoup de foot cette semaine, beaucoup. Donc c'est toujours un plaisir, vraiment c'est super bien passé. J'ai eu un match de gala aussi contre Neuchâtel avec Samax. Très intéressant, de se frotter un peu de se frotter à l'élite, c'est intéressant. On a fait un très bon résultat, donc voilà, c'est très bonne semaine. Et toi, du coup, comment ça s'est passé avec la Dream Team du FC Zurich ? Alors écoute, au FC Zurich, là, à l'heure où on enregistre le podcast, on vient de gagner le derby contre Getse. Donc très content de... Très important les derbys. Mais là, le travail n'est pas fini, donc on continue à faire en sorte que les efforts qu'on a pendant la semaine se retrouvent au match, parce que finalement c'est ça les gars, pour ceux qui nous écoutent, souvent les gens sont... C'est ça un peu la culture du moment, souvent les gens se basent sur les résultats, ils ont gagné, ils ont perdu, une équipe, un cycle de vie d'une équipe, comme dirait Didier, l'importance du groupe, le groupe vit bien sûr, mais c'est vrai que dans une équipe on a un peu des phases, des cycles, et puis les résultats sont juste en fait un reflet de l'équipe, mais c'est pas tous les reflets. C'est un peu, si vous avez bien travaillé la semaine, si vous avez bien engrangé votre match, etc., vous aurez éventuellement plus de chances d'avoir un bon résultat, mais le résultat ne fait pas tout. Voilà. Surtout dans la formation, puisque toi et moi, pour le coup, on est plutôt formateurs, on a travaillé beaucoup avec des jeunes. Tout à fait. Effectivement, on est un peu des entraîneurs de processus, et on est content, malgré le résultat. Ce qui nous importe le plus, c'est qu'est-ce qu'on présente, c'est exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire le travail. Est-ce qu'on retrouve la semaine dans la performance du week-end? Est-ce qu'on retrouve un peu les logiques qu'on veut mettre en place? Est-ce que nos joueurs comprennent le foot, comprennent ce qu'ils font, comprennent l'importance de chaque petit détail quelque part? On est très minutieux, donc voilà. C'est un ensemble de toutes ces choses qui font que... Un ensemble très bonne semaine pour toi aussi, si je comprends bien, très bonne semaine pour toi aussi, quoi. Alors là, ça fait un petit moment qu'on est un peu dans le creux de la vague, les gars, parce que là, c'est je crois, si je ne me trompe pas, la 21e victoire sur 23 matchs. Donc, bilan plutôt positif. Mais voilà. Du coup, c'est pas le creux de la vague, ou c'était ironique. Ah, mais en vrai, voilà, comme je vous ai dit, les gars, les résultats, c'est important. Mais pour nous qui sommes formateurs, c'est plutôt la progression du joueur en lui-même. Et nous, notre objectif en tant qu'entraîneur, c'est pour donner le plus d'armes possible aux joueurs qui s'entraînent avec nous pour un jour réussir
Et voilà, après, vous savez, en tant que joueur, vous passez par tellement d'entraîneurs. Il faut, je pense, à mon avis, c'est ça qui est un peu compliqué. Il faut essayer de prendre un peu le meilleur de chaque entraîneur et puis de faire votre propre football. J'ai eu ce débat intéressant avec un de mes joueurs où, selon moi, sur ma théorie, je pense que les joueurs retiennent peut-être 10% de tout ce que tu peux leur dire le temps que tu les as. Souvent, c'est des cycles de 2 ans, donc il y a beaucoup d'infos et je pense qu'ils retiennent 10%. Et l'essentiel de notre travail, c'est que les 10% qu'ils retiennent leur servent justement pour plus tard, pour être le plus adapté à n'importe quel type d'entraîneur qu'ils vont rencontrer. En tout cas, moi, c'est pour ça que je travaille par logique. J'essaie d'amener des logiques aux joueurs, j'essaie pas d'imposer trop ma patte, disons, ou de dire voilà, ça c'est ma vision du foot, interpréter ma vision, mais plutôt comprenez le jeu, comprenez le sens du jeu, comprenez ce que vous, avec votre personnalité, ce que vous êtes capable d'apporter à une équipe dans telle ou telle situation. Voilà, je leur pose des problèmes et ils me répondent. Ça, c'est ma manière de procéder. À la seule différence près, peut-être, où je suis peut-être pas d'accord avec toi, puisque tu es en élite, le résultat, malheureusement, pour les clubs de Régio, compte. Oui, ça, je suis d'accord. Et c'est peut-être un peu la dichotomie, quelque part, où tu te dis, voilà, tu veux former des gens en régional. Il y a déjà 10 auditeurs qui sont partis. Alors, voilà. comment utiliser un autre mot? C'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire que le paradoxe. Tu es en élite, mais tu n'as pas la pression du résultat, alors que tu vas devenir peut-être professionnel. Nous, qui sommes des régionaux, on a cette pression du résultat, parce que voilà, et moi qui suis en interrégional, ça ramène des cotisations, ça ramène de la hype, ça ramène des gens au club, ça fait vivre le club. Et une descente est souvent beaucoup plus... Enfin, elle est, parce que vous n'avez pas de descente, mais c'est vécu vraiment comme quelque chose de très difficile pour un club. Donc voilà, c'est un peu ce que je peux reprocher dans le système suisse du foot à l'heure actuelle. Je sais pas pourquoi je suis parti là-dedans, je suis parti dans mon tunnel, mais c'est intéressant. On l'arrête plus, bien sûr, c'est le prof et c'est pour ça qu'on l'aime aussi. C'est magnifique. Mais c'est intéressant, donc, je vous propose qu'on passe directement donc, à la rubrique football suisse, et le football suisse, c'est maintenant. Et il est blessé. Il jouait, il est blessé. Quand on m'a rapporté qu'il ne reconnaissait rien avoir fait, j'étais vers lui, puis je lui ai rafraîchi la mémoire avec 3 paires de baffes à coups de pied dans les fesses. Rire, c'est bon pour la santé. Football suisse programme donc cette semaine avec, justement, je vous ai dit, donc, le rachat du Lausanne Sport, la blessure d'Alvin Sanchez, et ainsi que les 2 joueurs de Suisse-Luxembourg. Donc on va juste commencer par le début, peut-être, c'est très important, mais un sujet qui va être discuté dans cette rubrique, c'est justement la blessure d'Alvin Sanchez. Donc je vous redonne juste un peu les faits. Alvin Sanchez, milieu de terrain du FC Lausanne Sport, a subi une blessure significative lors de son premier match avec l'équipe nationale suisse le 21 mars 2025, lors d'un match amical contre l'Irlande du Nord. Entré en jeu à la 67e, il s'est blessé dans les arrêts de jeu suite à un tacle nécessitant une sortie assistée du terrain. Les examens médicaux ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, entraînant une indisponibilité de plusieurs mois. Cette blessure met fin prématurément à sa saison et pourrait retarder un éventuel transfert à un club étranger malgré l'intérêt manifesté par des équipes telles que le Borussia Mönchengladbach. Avant cette blessure, Sanchez réalisait une saison remarquable avec Lausanne, ayant disputé 28 matchs et marqué 12 buts, ce qui lui a valu sa première convocation en équipe nationale. Les blessures de cette envergure, ça cause vraiment beaucoup de tort aux joueurs. Là, c'est vraiment pas de chance, parce que on parlait d'un joueur comme Sanchez qui était vraiment il avait le vent dans le dos, il marchait sur l'eau, mais voilà, il faisait quand même une saison extraordinaire. Et là, tout à coup, la blessure, c'est un peu tout qui s'écroule, quoi. Le transfert aborté, la saison qui se finit, la première sélection qui se passe mal. C'est un peu difficile de réagir à ce genre de situation en tant que joueur. Ce qui est difficile pour lui, c'est surtout de par son jeune âge. Alvin Sanchez, c'est un joueur que moi j'aime beaucoup. J'ai eu la chance de le voir jouer à Neuchâtel avec la Suisse M21, je ne sais plus contre quel adversaire maintenant. Mais j'ai eu la chance de le voir jouer. C'est un joueur qui saute aux yeux. C'est vraiment un joueur, j'allais dire, exceptionnel. Attention, gardons toute proportion gardée. Mais c'est un joueur pour le niveau suisse, quoi. C'est vrai que c'est pour le niveau suisse, c'est un joueur qui est très très bon. Enfin, c'est très intéressant à voir jouer. C'est là d'entraîner, c'est plein de joueurs en fait de foot, si on peut parler de ça comme ça. Ce qui va être dur pour lui, c'est un peu, on va dire, c'est triste à dire, mais c'est un peu le lot de qui peut attendre un footballeur professionnel dans sa vie.
Notamment, ce qui est dur pour lui, c'est qu'il était en pleine montée, comme tu l'as dit, montée en puissance, contre l'équipe de Suisse, pisté par des clubs de Bundesliga, ce qui était évident parce que c'est vraiment en dehors de la saison. À Lausanne, oui, et puis on voit le talent. Enfin, je veux dire, tu le sens qu'Alvin Sanchez, c'est quelqu'un qui peut aller plus haut, intelligent. Enfin voilà. Ce qui est, c'est que ça le fauche en fait, ça le fauche en plein bonheur quelque part, en progression. Et je ne sais pas si à ce jeune âge-là, c'est quelque chose de facile à gérer. Je pense pas. Je pense que c'est très très dur à gérer. Quand tu as un joueur un peu plus expérimenté et puis que tu as des blessures, c'est très dur déjà, mais tu as un peu de bagage derrière toi, tu as un sac d'eau plus lourd. Tu arrives peut-être mieux à ce genre de choses, à prendre ça comme une épreuve. Là, je pense qu'il y a aussi le fait de te dire peut-être ça va peut-être mettre un frein à ma carrière, à ma montée. J'espère pas, je ne pense pas. Je suis d'accord avec toi, le fait qu'il soit jeune, c'est vrai que mentalement, peut-être la charge peut être assez conséquente, mais par contre, le truc positif, c'est que quand tu es jeune, tu récupères plus vite. Et que là, normalement, la saison, je sais pas si elle sera complètement finie pour lui, on l'espère pas. Mais si c'est le cas, il reviendra de toute façon plus fort après la saison prochaine. Et puis il aura de toute façon aussi tout son talent qui fera parler sur les terrains de Super League. Donc franchement, en tout cas, à Revue Foot 26, et je sais qu'il nous écoute attentivement. Bien sûr, lui aussi, il nous écoute, tout le monde nous écoute. Et tout le monde nous écoute, évidemment. Non, mais en tout cas, vraiment, on lui souhaite bon rétablissement, évidemment. Deuxième sujet qui, du coup, coïncidence, concerne également le Lausanne Sport. Oh. De nouveau, on met le contexte, les gars. Le FC Lausanne Sport a été acquis par la société britannique de pétrochimie Ineos en novembre 2017. Cette acquisition a été officialisée lors d'une conférence de presse au siège d'Ineos à Rolle, où Alain Joseph, président du club depuis 2013, a annoncé la vente de ses parts à Ineos. David Thompson, CEO d'Ineos, a pris la présidence du club suite à cette transaction. Donc ça, là je vous parle en 2017. Ineos, déjà impliqué, peut-être vous le connaissez déjà, ils ont effectivement plusieurs clubs, ils sont aussi... on va dire dans leur portefeuille sportif, ils ont aussi l'OGC Nice en 2019. Ils ont aussi une participation minoritaire à Manchester United en 2023. Donc la stratégie de multipropriété a permis la collaboration entre les clubs, justement, notamment l'envoi de jeunes joueurs de United pour s'entraîner avec le LS dans le but de leur offrir une expérience au niveau senior, etc. Et malgré ces initiatives, le résultat sportif de LS sous la direction d'Ineos reste en deçà des attentes initiales. Ça, on en reparlera aussi, mais c'est vrai que quand il y a une entrée d'argent autant importante qu'Ineos, ils ont peut-être été un peu déçus. Et puis là, ça revient en fait à l'info du jour, c'est que Ineos est cédé la propriété légale du FC Lausanne Sport. La gestion et le soutien stratégique du club restent étroitement liés à l'entreprise, mais ça a été cédé, soi-disant pour éviter d'éventuels conflits d'intérêts en cas de participation aux compétitions européennes. Alors on parle, Lausanne Sport est 7e, donc la compétition européenne, c'est pas forcément à l'ordre du jour. Ils ont transféré la propriété légale du club à une société indépendante basée au Royaume-Uni. Ce changement a entraîné aussi la démission du président Lynn Himskerk. J'espère que vous avez bien prononcé son prénom parce qu'effectivement il nous écoute aussi. Remplacé par l'ancien vice-président Vincent Steinmann. Voilà, donc ça c'est un peu les faits. Des portefeuilles sportifs, des sociétés qui possèdent plusieurs clubs. Là, on vient avec c'est pour éviter les conflits en Europe. Tu lâches un peu le club, finis les transferts entre United et Lausanne Sport. Est-ce que c'est pas juste une façade? Moi, je te dis franchement, je pense que c'est une façade. Je pense que Ineos a investi pas mal d'argent au Lausanne Sport avec justement le nouveau stade de la Tuyère, etc. Et que je pense, à mon avis, que les résultats n'étaient pas ceux attendus. Ce qui fait qu'il lâche un tout petit peu le bateau, mais pas forcément, parce que je vous l'ai dit, la gestion, soutien stratégique du club reste étroitement lié à l'entreprise, mais Ineos, j'ai l'impression qu'ils sont venus, ils ont essayé, ça n'a pas marché, ils se cassent, quoi. Ils n'ont pas vraiment le temps d'investir des milliers et des cents et de regarder si ça a marché ou pas sur le long terme. Ce que tu dis, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on a un peu le même schéma qui s'est déroulé à Nice, où Ineos, quand ils sont arrivés, ils ont mis pas mal de moyens. Il y avait un projet sportif qui était très intéressant à Nice, en tout cas au début, où il y avait beaucoup d'ambition, il y avait une certaine logique mise en place. Il y avait vraiment, ça ressemblait à quelque chose un peu comme, on va en parler après, mais un peu comme à Brighton, où il y a des moyens qui sont mis, mais il y a une logique sportive derrière, il y a des choses qui se passent, c'est très intéressant. Et puis
c'est un peu ce que tu as dit quelque part, c'est qu'il n'y a pas les résultats forcément, il n'y a pas ce qu'on attend du club, donc Ineos est un peu frileux, mais un peu moins d'argent. Effectivement, on va pas se mentir, pour tous ceux qui ont cru que Ineos à Lausanne allait devenir une tête d'affiche de la Super League. Non, c'est absolument pas le. Je pense, en tout cas, je suis pas dans. Ah, mais il y avait quand même des joueurs, je veux dire, je me rappelle encore le jeune talent Oui, italien. Pafundi, etc. Oui. Mais encore une fois, c'est une antichambre. On a le même problème à Strasbourg avec Chelsea, par exemple, où les supporters strasbourgeois se plaignent de la gestion du club parce que. Bah oui, c'est devenu une antichambre de Chelsea, on envoie des joueurs là-bas, ils restent pas, ils sont pas là pour l'amour du maillot, ils sont pas là pour l'amour du club. C'est pas forcément des joueurs qui resteront là sur la durée. Donc voilà, c'est un peu quand t'es supporter juste à un niveau plus régional, c'est vrai que le FC Bienne est également l'antichambre d'un autre club, Clermont. de Clermont Foot. Tout à fait. Alors là, encore une fois, là c'est un autre débat par rapport à Bienne, mais on pourrait se poser beaucoup de questions sur le financement, notamment d'une certaine personne qui a 30% des parts du FC Bienne, où on sait que voilà, au niveau des financements, c'est très compliqué avec cette personne-là. Donc on espère que le FC Bienne, en tout cas pour les Biennois, on espère que le FC Bienne tiendra le coup parce qu'on a déjà eu des rétrogradations par rapport à ça. Voilà, on verra. Maintenant, ça, pour l'instant, c'est en train de payer au niveau sportif. Pour combien de temps, quel est le projet, tout ça, on n'en sait rien, on verra bien. Il n'empêche que, bah voilà, sportivement, jusqu'à présent, si on parle que de résultats, ça fonctionne. On verra. Maintenant, ce que je veux dire par rapport à Ineos, c'est que oui, apparemment, encore une fois, on n'est pas à l'UEFA, mais ça poserait des conflits d'intérêts. C'est un débat avec ces multipropriétés, c'est un débat qui se pose, puisque si on prend City avec Girona, notamment, des choses comme ça, qu'est-ce qui se passe si on se rencontre en Europe, par exemple? Qu'est-ce qui se passe si on a des intérêts qui convergent? Est-ce qu'on peut s'arranger, etc. Donc, au niveau de l'éthique sportive, effectivement, ça peut se défendre. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que Ineos à Lausanne, parce que Lausanne est quand même un projet intéressant. Je vous donne un exemple tout con, alors ça vous paraît bête, mais Lausanne, par rapport à leur maillot leur appartient à Lausanne. C'est à eux. C'est eux qui le designent, c'est eux qui le fabriquent, qui le vendent, etc. Donc, tu as quand même des démarches où tu as envie de créer des choses. Non, bien sûr. Donc, je pense que Ineos, à part ça, oui, je pense que c'est un peu des deux. Je vais faire un peu la Suisse, hein, mais je pense que c'est un peu des deux. Et puis maintenant, la formation, on peut parler de la formation du Lausanne Sport. Quand on voit les résultats des jeunes, on se dit quand même que ça travaille plutôt bien. Notamment attention, ça travaille très bien. Moi, j'ai plusieurs contacts au Lausanne Sport. Excusez-nous, monsieur. Non, mais pardon, pas de souci. Non, mais j'ai des gens qui travaillent là-bas, avec qui j'ai fait les cours, les diplômes, etc. Donc, c'est des très bons entraîneurs, etc. Mais il faut quand même juste souligner quelque chose. Le vivier est très, très bon. Parce que les joueurs de tout la campagne vaudoise appartiennent au Lausanne Sport. Les joueurs d'Yverdon-les-Bains et région appartiennent au Lausanne Sport. Ça va jusqu'à la côte. Donc là, on parle de Gland et de Nyon, etc. Morges, ça appartient au Lausanne Sport aussi. Donc le vivier est énorme. Et forcément, quand tu as un vivier autant grand que celui qu'à Lausanne, forcément, tu auras de toute façon des pépites. Après, oui, il faut des bons entraîneurs, c'est ce qu'ils ont, etc. Mais juste, c'est pas la même chose quand, par exemple, on parle de Servette. Genève, ok, il y a peut-être les départements français à côté qui peuvent aussi rentrer en ligne de compte, mais le canton de Genève en lui-même est très petit, donc le vivier est beaucoup plus concentré, tu vois. Donc, alors oui, Lausanne Sport, ça travaille très bien, la formation est bonne, mais c'est vrai que le vivier est énorme, quoi. Oui, mais c'est ça qui est drôle. J'avais ce débat il n'y a pas longtemps avec quelqu'un de mon club. Oui, mais c'est extrêmement bien structuré. Et Genève, c'est pareil. À Genève, vous avez un club élitaire. Un club, le plus important. Et dessous, vous avez des clubs semi-élitaires, comme Mérin, comme Chénois, comme ce genre de clubs qui travaillent extrêmement bien, qui ont des structures qui sont extrêmement bonnes, avec des coachs qui travaillent extrêmement bien. En fait, les choses sont claires. Et dans le canton de Vaud, certes, tu as Lausanne. Maintenant, comme tu l'as dit, il y a d'autres clubs. Il y a quand même Yverdon qui, certes, ont foot écho. Donc après M15, tu pars soit à Team Léman, soit etc. Mais exactement. T'as quand même... Même la Riviera, Montreux-Vevey, tout ça, aussi appartient à Lausanne. Mais ton vivier, en fait, c'est ça. C'est ton vivier. Si tu n'en fais rien, si tu ne trouves pas les gens adéquats dans ton vivier, parce que plus vous êtes nombreux, plus c'est quand même difficile d'aller ramasser tous les très bons joueurs. Alors c'est clair que tu as un luxe quelque part, mais il faut bien l'utiliser. C'est pas si facile. Si on prend notre canton à nous, le canton de Berne, alors oui, la tête d'affiche, c'est Young Boys, mais dans le canton de Berne, tu as beaucoup de clubs
ou en tout cas proche du canton de Berne, qui pourrait te prendre tes joueurs. On a Thun, on a des clubs comme ça qui peuvent aussi ramasser. Avoir plusieurs têtes. Là, je suis moyennement d'accord. Tu trouves? Parce que, en fait, si tu veux, Berne, tu as, on va dire, IB, hein, donc Young Boys, qui prennent absolument tous les bons joueurs. Ensuite, tu as Thun et Xamax qui se battent un peu en duel pour savoir qui c'est qui prend qui. Mais sinon, après, Soler, Fribourg, c'est pas, ils ont pas de, tu vois, ils ont pas de cursus. Ils ont pas Fribourg de, Fribourg n'a pas d'équipe élitaire. Justement, C'est Team AF. Fribourg n'a pas de club élitaire, donc tous les viviers Fribourg, Soler, Berne et même Bassin-le-Châtellois, c'est quand même énorme aussi, tu vois. Puis t'as qu'un seul club élitaire. Bah là-dessus, nos avis divergent. Et divergent, c'est énorme. Ok. Ah mais voilà, en tout cas ça c'était pour le rachat de Lausanne Sport. Je vous invite à nous écrire aussi par rapport à tous les sujets, les gars, que vous entendez. Vraiment, n'hésitez pas à nous suivre. Activez la cloche, activez la sonnette, activez tout ce que les appels entrants masqués, activez tout ce que vous voulez. Vraiment, essayez vraiment de nous donner la force sur tous les sujets qu'on vous parle. Le dernier sujet par rapport à cette rubrique foot suisse, c'est le match. Alors, petite précision, l'épisode 2, je vous ai dit, c'est une double confrontation. Et vous avez pensé que c'était une double confrontation avec l'Irlande du Nord. Non, c'est une double confrontation dans le sens où il y a deux confrontations pour l'équipe de Suisse. Le premier étant contre l'Irlande du Nord, c'était à l'extérieur. Et maintenant, on a eu donc la Suisse qui a joué face au Luxembourg lors d'un match amical disputé au Kiboun Park de Saint-Gall. Donc là, je vous donne quelques faits aussi. Elle s'est imposée logiquement 3-1. Ce match a permis à Murat Yakin de tester plusieurs joueurs en vue. Pour les prochaines compétitions internationales. On a donc une première mi-temps, 9e minute, but de Ruben Vargas qui était très actif sur le côté gauche. Vargas a profité d'un bon centre pour ouvrir le score du plat du pied. 12e minute, penalty de Brel Mbolo. Mbolo a transformé un penalty obtenu suite à une faute sur Damendoy. 29 minutes, doublé de Vargas. Sur une belle action collective, Vargas s'est retrouvé en position idéale à marquer son deuxième but. La Suisse a totalement dominé cette première période avec beaucoup de mouvements offensifs et une position maîtrisée. Maintenant, deuxième mi-temps, gestion du match et baisse d'un rythme. Murat Yakin a fait entrer plusieurs remplacements, So, Doua, Cédric Itten, etc. Le rythme a baissé et la Suisse s'est contentée de gérer avec quelques occasions mal exploitées. À la 89e, penalty pour Luxembourg, but donc de Sinani pour sauver l'honneur face aux Suisses. Les points positifs de cette rencontre, Vargas qui était très en forme avec 2 buts et beaucoup d'activité. Mbolo qui semble bien revenir physiquement aussi. Mourheim qui a fait un match XXL aussi. Et puis la première période était, on va dire, globalement convaincante. Maintenant, les points améliorés, c'est la manque de concentration en fin de match. Là, on se prend le penalty aux dernières minutes. Voilà. Moins de maîtrise en deuxième période. Et la défense parfois laxiste sur les contres luxembourgeois. Luxembourg qui devait jouer donc un bloc défensif bas pour essayer de contrer les attaques et forcément profiter des espaces laissés par les Suisses dans le dos. On résume juste cette petite trêve internationale pour les Suisses. Ça nous fait une égalité contre l'Irlande du Nord, ça nous fait une victoire contre Luxembourg. Alors sur le papier, on se dit une égalité, une victoire, c'est plutôt positif. Mais très sincèrement, moi, j'ai pas trouvé le jeu de notre Nati très sexy. Je vous le dis très sincèrement, avec la formation, le vivier, les joueurs qu'on a, etc. Je m'attendais quand même à mieux face au Luxembourg, avec tout le respect que j'ai pour tous les Luxembourgeois qui nous écoutent. Et je sais qu'ils sont nombreux. Je sais qu'ils sont énormes au Luxembourg à nous écouter. Mais voilà, non, mais c'est vrai que je m'attendais quand même un tout petit peu mieux en vrai. Alors, c'est là que ça devient compliqué parce que j'ai malheureusement une méconnaissance de l'équipe du Duché du Luxembourg. Oui, je suis déçu. Je vais être honnête, je suis déçu de l'équipe de Suisse. Encaisser un but contre le Luxembourg, c'est compliqué, mais en même temps, tu te dis, cette équipe Luxembourg qui bat, alors ça vaut ce que ça vaut, mais qui bat la Suède 1-0. Oui, c'est vrai. Donc vrai. tu te dis finalement. Mais tu vois, en fait, c'est même pas le score en tant que soi. Tu prends un but, c'est pas grave. Parce que voilà, tu t'ouvres, tu joues offensivement. C'est pas grave. Bah, c'est là où je suis pas d'accord. Parce que quand tu as un sélectionneur comme Murat Yakin, une des forces à laquelle tu t'attends, alors c'est peut-être la déformation de savoir qu'il était défenseur central, mais c'est une équipe qui normalement défensivement est bien en place. Si tu encaisses face à une équipe, avec tout le respect que j'ai pour eux évidemment, mais une équipe du Luxembourg qui est très faible, t'arrives même pas à faire un clean sheet. C'est un peu, pour moi, c'est un peu qu'il y a un manquement quelque part. Voilà.
Mais ça, je suis d'accord. Mais ce que je dis par là, On c'est doit, que. en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on doit gagner. On doit gagner, on doit gagner Non, mais largement. alors, le score a été logiquement respecté. Le seul truc que je veux dire par là, c'est que tu prends un but en soi, voilà, mais sur le processus, sur le match en lui-même, tu dois être dominant. Alors, ils ont fait une excellente première mi-temps. Et la deuxième mi-temps, j'ai l'impression qu'à partir du moment où tu commences à faire des changements, tester des nouveaux joueurs, etc., il n'y a plus cette intensité, il n'y a plus cette dominance qu'on attend de la part de la Nati dans ce genre de match. Et je pense que les Suisses sont beaucoup plus forts en général. Là, je vais extrapoler, mais sont beaucoup plus forts en général lorsqu'ils sont challengers. Là, on les a vus dans des matchs. Je me rappelle, voilà, le 1-0 contre l'Espagne, l'élimination de la France en compétition internationale, etc. Donc, à partir du moment où tu as la Suisse qui est comme outsider, elle est beaucoup plus forte que quand elle est favorite. Et là, on la voit encore dans ce genre de match. Alors, il y a la victoire, il y a le 3-1, etc. Mais c'est convaincant à 50%. Tu vois ce que je veux dire? Ils n'ont pas fait un match XXL. Ils peuvent très bien faire 3-1 et avoir, je sais pas moi, beaucoup plus de possession de balle, beaucoup plus de possibilités de tir, de machin, etc. Et c'était le cas. C'était le cas les premières 45 minutes. Mais la deuxième mi-temps, ça a baissé en rythme. Et je trouve ça extrêmement dommage pour une nation. Alors attention, c'est pas une nation de foot, mais voilà, pour une nation qui est quand même très bien classée, où la plupart des joueurs jouent dans les championnats majeurs, je m'attendais vraiment à avoir une dominance un peu plus consistante. C'est ça en fait. Bah, tu vois, c'est là que ça devient intéressant. Tu as dit quelque chose d'intéressant. Et je pense qu'on a un complexe. En Suisse, on a vraiment ce complexe d'infériorité en disant mais on n'est pas un pays de foot. Je pense que justement, il faut qu'on arrête avec ça. Et si on veut que l'équipe nationale et le foot suisse en général progressent et deviennent encore plus importants sur la scène internationale, il faut qu'on arrête ce complexe d'infériorité. Il faut qu'on assume qu'on est une très bonne équipe de football, qu'on est une très bonne nation de football pour le vivier qu'on a, parce qu'on est un très petit pays. Je suis désolé, on va un peu redescendre sur terre, nous tous, mais par rapport à ce qu'on a comme vivier national, les résultats qu'on fait, les résultats qu'on a sont extraordinaires. La qualité du foot. Bien sûr, ouais, je suis d'accord. Mais on a les moyens, on met les moyens, on met les moyens dans la formation. On est en train de grandir, on est en train de faire les choses. Et je pense qu'on doit changer cette mentalité-là. Je pense que si tu demandes à un Espagnol, un Français, un Allemand, qu'est-ce que tu en penses de la nation, ils sont extrêmement exigeants. Et je pense qu'on va mettre cette exigence-là. Si on respecte le football suisse, si on respecte la Nati, si on respecte les gens qui bossent, mettons cette exigence-là à l'équipe de Suisse. Disons-le, non. 3-1 contre le Luxembourg, c'est pas au niveau du résultat un très bon résultat. Comme tu l'as dit toi-même, au niveau du processus, il y a une baisse. On n'est pas protagoniste, on n'aime pas être protagoniste. Ça, il faut que ça change, selon moi, à mon modeste niveau, avec tout le respect que j'ai pour les gens qui travaillent là-haut. Je pense que c'est ce qu'ils essayent de faire. Mais vraiment, mettons, même quand on parle de l'équipe de Suisse, cette exigence-là et disons, voilà, le résultat, là, on doit faire mieux. On doit faire mieux. Quand c'est bon, on le dira. Quand c'est mauvais, on le dira. Mais soyons un peu plus exigeants avec cette équipe nationale qui a des joueurs. Moi, encore une fois, quand je regarde sur le papier, j'adore cette équipe de Suisse. Je vais pas aller je vais pas aller jusqu'à dire qu'elle me fait rêver. Mais oui, elle est en tout cas, elle est enthousiasmante, elle est alpante, elle est sexy. Voilà, c'est des joueurs que moi j'aime beaucoup. Vargas, c'est un joueur que j'aime beaucoup voir jouer. Enfin voilà. Mettons cette exigence-là quand on parle d'équipe de Suisse. Petit point encore avant de finir cette rubrique, championnat de D2, je pense à mon avis que ça va se jouer entre Attends, est-ce que je peux juste petite parenthèse, tu sais quoi, je sais que t'aimes bien ça aussi. Tout faire pour le faire. Mais je sais que t'aimes bien aussi, c'est pour ça il faut que j'en parle. Vu qu'on parlait du Luxembourg, j'aurais peut-être pas l'occasion d'en reparler. Il y a un joueur qu'il faut surveiller de très près qui s'appelle Brian Maggio, qui a 16 ans, qui d'ailleurs ne peut pas jouer avec, donc il est au FC Metz. Il peut pas jouer avec l'équipe senior à cause de son âge, parce qu'il y a des doubles qualifs, machin, par rapport à l'âge. Mais selon, alors ça vaut ce que ça vaut, Gudmundsson, le joueur de Lille, il a jamais vu ça en Ligue 1 à cet âge-là. Donc surveillez Brian Maggio, luxembourgeois. C'est des nationalités qu'on n'a pas l'habitude de voir au niveau du foot. C'est très intéressant. Pour tous les fans de Football Manager, il y a peut-être un truc à faire, les gars. Alors Brian Maggio, de toute façon, qui nous écoute, hein. Et bien sûr, Brian, si tu nous écoutes, un maillot dédicacé du Luxembourg, ça ferait plaisir. Brian Maggio qui nous écoute de toute évidence. Non mais vraiment, des beaux joueurs à suivre.
Championnat de Suisse 2, juste un tout petit point. Je pense qu'à mon avis, la course va se jouer entre Thun et Haro. On a encore Étoile Carouge qui est en 3e position avec 44 points. Haro 52 points, Thun 53 points, 27 matchs joués. Il reste vraiment, on va dire, très très peu de matchs encore. Enfin, très peu, non, mais quand même, voilà, une dizaine de journées encore à jouer. Ça va se jouer, je pense, à mon avis, entre les deux, avec éventuellement aussi un match qui sera, je pense, décisif à la fin du championnat, vu que on aura aussi un match qui sera entre. Alors, attendez, je retrouve mes notes parce que le studio on enregistré très très grand, les gars. Donc je suis juste en train de. Je suis en train de chercher mes notes pour voir où est-ce que je me suis perdu là. Voilà, donc on aura à toute dernière journée, on aura un Thun Étoile Carouge, donc premier contre troisième aujourd'hui, qui sera, je pense à mon avis, déterminant. Mais en tout cas, ça nous promet des belles rencontres en deuxième division suisse à suivre évidemment. Est-ce que on passerait pas au football international, Plofé? Avec plaisir. Avec plaisir. Donc tout de suite, c'est le football international. Final. Que mira, bobo. Anda para allá, bobo. Grand Brésil, Ronaldinho, Ronaldo, enfin voilà quoi, tout ce qu'on sait. Magnifique. Brésil ou pas, on bat les couilles. Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. Football international, Nations League, je le dis même avec l'accent incroyable. On est international ici ou on ne l'est pas. Donc voilà, Nations League, les deuxièmes matchs ont été joués depuis. Alors, fait très drôle, que je trouve excellent aussi. Les auditeurs de Revue Foot 26 qui ont voté sur le site, oui, évidemment, qui ont voté sur la page Instagram. Pas encore, ça va venir. Qui ont voté sur la page Instagram pour savoir qui allait être le vainqueur de ces doubles confrontations, cette fois double confrontation, donc deux fois les mêmes équipes. Ils ont tous, enfin, on a tous dit juste. Donc on a tous vu le Portugal passer contre le Danemark. On a tous vu l'Espagne passer contre l'Hollande. On a tous vu la France passer contre la Croatie. Et on aura tous vu aussi également l'Allemagne passer contre l'Italie. Qu'est-ce qu'on a pensé de ces matchs ? En gros, sans parler d'un match en particulier. Pour être très franc, c'était intéressant. J'ai regardé notamment celui qui m'a vraiment intéressé. Alors évidemment, Pays-Bas, Espagne. Attends, j'essaie de le deviner. Est-ce que tu veux me parler de l'Allemagne-Italie, c'est ça ? Non. Et je vais te montrer que t'es mauvaise langue parce que j'ai regardé très attentivement le match de la France. Ah, oui. Pourquoi ? Avec un beau maillot de la Croatie, je pense, à mon avis, vêtu. Mais pourquoi ? Parce que je suis quelqu'un qui, voilà, comme j'ai dit, je suis très dur avec la France. Parce que c'est aussi le pays qui m'a bercé quand j'étais petit. Les premiers matchs de foot que j'ai vus, c'était avec l'équipe de France. Il y a une relation un peu particulière avec cette équipe de France. Et on avait demandé à Didier de faire les travaux, de nous présenter autre chose. Et c'est ce qui s'est passé. C'était très intéressant. Il y a eu des choix qui ont été faits, notamment avec un certain Michael Olise, fantastique joueur, fantastique. Et qui a apporté beaucoup plus, ils étaient beaucoup plus protagonistes. Désiré Doué, oui, notamment, mais vraiment celui qui pour moi crève l'écran, c'est Michael Olise qui est vraiment extraordinaire en ce moment. Voilà, beaucoup plus protagoniste, beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus d'allô offensif, beaucoup plus de prise en main du match et du rythme, quoi. Donc, et ça paye. Donc voilà. Et encore une fois, pour ceux qui disent que les pénaltys sont une loterie, appelez Mike Maignan, je pense qu'il pourra vous répondre, voir s'il les travaille pas. À mon avis, il les travaille très très fort. Donc voilà, très très intéressant. Et c'était des matchs très intéressants. Alors pour ma part, j'étais très content que le Portugal passe évidemment, mais pour ma part, moi j'ai beaucoup aimé aussi voir l'Allemagne-Italie. Sachez juste qu'on est passé donc de 3-0 en première période pour finir à un 3-3. C'était un match plaisant à regarder, où il y avait beaucoup de rythme, beaucoup de choses à discuter, à voir. Maintenant, il y a juste un peu ce but de gag que l'Italie se prend, je sais pas si tu l'as vu ou pas, où ils sont tous en train de discuter, et puis il y a un corner, et ils se prennent un but, voilà.
Mais c'est vrai que ces deux nations du foot qui se sont affrontées, c'était quand même très très plaisant à voir. Moi, pour ma part, j'ai beaucoup aimé. J'ai parlé avec quelques collègues, bien sûr, qui sont italiens. Ils ont pas du tout aimé forcément le résultat. Ils ont pas, mais même ça, ils sont assez pessimistes et négatifs sur le match, alors que ils sont quand même revenus d'un 3-0 à un 3-3 face aux Allemands. Puis tout le monde semble un peu l'oublier, mais c'est quand même un exploit de fou. Moi, je pense que c'est, en tout cas, à souligner, de toute évidence. Mais effectivement, c'était des matchs très impressionnants, très intéressants à voir. On a eu justement, donc maintenant, on aura Portugal-Allemagne, si je ne me trompe pas. Et puis, on aura France-Espagne. Voilà. Pour les demi-finales de la Nations. Tu vois, c'est amusant, c'est très amusant ce que tu as dit, parce que tu as dit, ouais, les Italiens sont pessimistes, etc. Mais moi, je pense que c'est juste parce qu'ils sont très exigeants avec leur équipe nationale. Vraiment. Et je ils pense n'ont pas que eu vraiment. Enfin, depuis 2006, c'est vrai que c'est pas. C'est pas fameux ce qui se passe en équipe sélection nationale, pardon. Enfin, moi, je veux pas rentrer dans le sujet, mais c'est vrai que on a. J'ai dit champion d'Europe quand même depuis le temps. Depuis 2006, ils ont quand même été champions d'Europe. Hein. Oui, alors ouais, face à l'Angleterre évidemment, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y avait plus. Enfin, peut-être que c'est ma nostalgie qui me trompe, mais c'est vrai que moi j'ai grandi avec une équipe, Pirlo, Totti, Zambrotta, Camoranesi, Maldini, Iniesta. Les gars, c'était. Je veux pas te manquer de respect aux joueurs italiens maintenant, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu as tiré le truc tellement en longueur. Il y avait la charnière centrale, plus encore le gardien, avec tout le respect que j'ai, attention. Buffon, Chiellini, Bonucci. C'est vrai qu'au bout d'un moment, les gars, ça a tiré ça en longueur. Il n'y a plus personne qui jouait à part eux. C'est sur le terrain, la moyenne d'âge, elle était de 86 ans. Les gars, au bout d'un moment, je veux dire, même si vous avez l'expérience, même si vous avez les gens, même si vous avez l'envie, la motivation et tout ce que vous voulez, parce que vous êtes des légendes, enfin vous êtes vraiment très très forts, il faut aussi laisser la place un peu au renouveau. Et puis c'est ça un peu qui manque. Enfin, maintenant ils sont un peu dans une espèce de phase de construction parce qu'il y a effectivement un renouveau. Mais à mon avis, je pense que il est venu trop tard ce renouveau. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dans le Oui, sens je vois ce que tu veux dire. Au lieu d'intégrer petit à petit des nouveaux joueurs, etc., tu avais une génération complète qui s'est effacée pour en mettre une nouvelle, et forcément, le temps que la mayonnaise elle prenne, voilà, tu perds des compétitions, tu perds des matchs, c'est normal. Alors, c'est sûr que c'est moins sexy, comme tu dirais si bien, c'est moins sexy qu'à l'époque. Mais je trouve que le football italien, je trouve que c'est devenu un football très sous-coté. Je trouve que la Serie A, notamment, est un championnat que, malheureusement, évidemment, vu que j'ai la première ligue à suivre, parce que la première ligue est le meilleur championnat du monde, clairement et de loin. Mais on va pas se faire des copains là. Mais la Serie A est un championnat très sous-coté. J'acquiesce entièrement, c'est pour ça que j'ai rien dit. Voilà. Ok. Mais on va pas se faire des copains. Mais voilà, la Serie A est un championnat très sous-coté. Les joueurs italiens sont extrêmement sous-cotés, je trouve. T'as des joueurs extrêmement intéressants qu'on n'entend pas forcément parler. Je trouve que c'est un football qui, certes, est plus aussi extraordinaire qu'à l'époque. Mais moi, ça me hype toujours de voir l'Italie et je trouve qu'ils ont raison, complètement raison d'être extrêmement exigeants avec cette équipe nationale qui doit faire mieux et qui est capable de faire mieux. Voilà, c'est tout. Je comprends l'idéologie. Voilà, c'était pour le foot international. Donc, est-ce que tu as autant envie comme moi de passer à la partie du sujet qu'on a choisi aujourd'hui? Je vous le rappelle, c'est Brighton. Est-ce que tu es prêt pour cette partie-là? Bien sûr, mais un petit mot avant, parce que j'aimerais t'entendre par rapport au match Espagne-Pays-Bas. On en pense quoi? J'ai beaucoup aimé le clin d'œil de Yamal aux critiques qui lui ont été faites avec justement le short en bas des fesses. Moi, j'ai beaucoup. Enfin, si tu veux, c'est un peu biaisé mon avis parce que c'est vrai que je trouve que Yamal est sur un nuage là en ce moment. Je veux dire, à 16-17 ans, j'ai pas envie de dire qu'il porte la Rora, mais c'est vrai que toutes les actions passent par lui. Il marque encore un but face à la Hollande. La Hollande qui s'est très très bien battue quand même. Ils ont vraiment tout donné jusqu'à la fin avec justement des joueurs comme Xavi Simons, etc. qui étaient aussi très 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 présents. Moi personnellement, je trouve que Lamine Yamal est un diamant brut et il l'a montré encore une fois. Même s'il loupe le penalty, ça, les gars, je vous dis, je m'en fiche. Tu loupes le penalty, voilà. Mais ce que tu fais pendant le match, les appels, les contre-appels, les dribbles, les espaces que tu crées, les passes que tu mets, il a un pied gauche magnifique. Et les gens essaient un peu de le démonter, de le critiquer. Il répond sur le terrain. On oublie un peu, hein, mais 17 ans. 17 ans, ouais.
Voilà. C'est moi à 17 ans, je joue à FIFA sur ma Play. Non, mais c'est clair. Lui, Non, lui, mais les gars, on en parle, mais je c'est fais dingue des de roues dire à venir ça. avec mon scooter. Je veux dire, non, C'est mais dingue de dire ça. C'est dingue de dire ça. 17 ans. Et il est déjà la clé de l'équipe nationale, il est la clé du FC Barcelone. C'est quand même extraordinaire. Maintenant, encore une fois, rappelons toujours ceci. Une carrière, c'est long. On lui souhaite, mais une carrière, c'est long. Si je fais le bilan de... Alors attention, avec toute propre... Si vous regardez par exemple la carrière d'un Neymar, attention, hein, c'est pas une carrière dégueulasse, c'est pas ce que je dis. Mais par rapport au talent du joueur, par rapport Non, au talent ça, qu'il nous c'est- promettait à 17 ans, à Santos, Oui, est-ce que la carrière s'est déroulée comme prévu? Je ne crois pas. Donc attention. Attention. Mais c'est vrai que oui, alors, on a très envie, quand on regarde Lamine Yamal, on a très envie de se hyper, de se projeter dans l'avenir, de se dire ouais, ça va être extraordinaire. Parce qu'on a toujours ce besoin aussi de retrouver des icônes. C'est vrai que Messi et Ronaldo, ils nous ont tellement habitués pendant des années à l'excellence, à l'extraordinaire, à tout ça, qu'on a envie d'en retrouver partout. Peut-être qu'on doit aussi se dire ça, c'est que c'est rare, c'est unique. Et même si on espère pour Lamine Yamal, on lui souhaite. Attendons de voir quand même. Ah non, c'est clair. Mais petit mot pour le match en général au niveau footballistique. Je maintiens ce que j'ai dit. C'est les deux équipes qui au niveau du foot national me font le plus plaisir en ce moment. Voilà, tout simplement. Merci aux Espagnols et aux Hollandais, c'était top. J'ai pris mon pied. Bah écoutez, une fois qu'on a bouclé la boucle, je propose donc qu'on passe au sujet spécial. Aujourd'hui, c'est Brighton et c'est maintenant. 3 for me and 2 for them. Respect. More than you believe. More than you believe, I'm happy. You aren't showing it. I'm so happy, believe me. I'm so happy. Happy New Year. Estar disponible para el partido de Ipswich. Bueno. Sujet spécial Brighton. À Brighton, alors attention parce que je vais essayer de le prononcer. Allez, dis-le, tu vas y arriver. Allez, dis-le. Est-ce que je vais y arriver? C'est ça la question qu'on se pose tous. Je vais essayer de vraiment Brighton and Hove Albion. Voilà, tiens. Waouh. Ah mais c'est dingue. Tu m'entends? Tu penses que je suis né à Birmingham? Non, c'est pas le cas. Brighton qui fait une saison, on va dire, exceptionnelle quand même pour le club que c'est. Avec tout le respect que j'ai, hein, parce que c'est vrai que la première ligue elle est quand même assez compliquée. Il se retrouve aujourd'hui en 7ème place avec 47 points, égalité avec Newcastle United. C'est quand même une progression de fou. Et puis on a voulu en parler parce qu'on est quand même très intéressé par le jeu proposé par l'équipe. En fait, c'est surtout ça. Et pas que depuis cette saison. Je pense que ça aura, après, encore une fois, tu vas en parler mieux que moi parce que tu connais peut-être un peu mieux le sujet par rapport aux investisseurs de ce club-là. C'est un club qui, depuis Graham Potter, je dirais, avant certainement parce que ça se construit pas du jour au lendemain, mais Graham Potter a vraiment apporté, j'ai l'impression, une espèce de philosophie à Brighton où on essaie vraiment de pratiquer un football, je dirais presque hollandais, quoi. C'est vraiment... Encore une fois, j'en parle beaucoup, mais le football protagoniste, moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Prendre ses responsabilités, jouer au football, ne pas avoir peur de dominer un match, ne pas avoir peur d'avoir cette possession, de prendre des risques dans son jeu, d'avoir aussi d'aller prendre des joueurs peut-être qui sont pas extrêmement connus, mais qui sont des prospects pour l'avenir, pour construire quelque chose encadré par des joueurs d'expérience. C'est toute cette philosophie-là à Brighton où je me dis, c'est quand même très intéressant, notamment dans le choix des managers. Graham Potter, même si à Chelsea, malheureusement pour moi, parce que c'est un entraîneur que j'aime bien, ça s'est mal déroulé, c'est un entraîneur qui vraiment a apporté dans son jeu quelque chose de très romantique, quoi. Moi, ça me parle et c'est vraiment un club qui, depuis quelques saisons, me hype, me fait des très bons résultats parce qu'il me semble que c'est tout le temps la première partie de tableau. C'est vrai. C'est pas facile, hein. C'est un club qui. C'est pas facile, hein, surtout en première ligue, on l'a vu, hein, notamment avec United. Oulala, pauvre de nous, United où c'est une catastrophe, Tottenham. Brighton, il surnage sur toutes les équipes hors Big Six. Je trouve que c'est la meilleure équipe ces dernières années. Ensuite, il y a eu, après Graham Potter, vous savez qui c'est. Et vous savez, si vous me connaissez un peu, que j'ai beaucoup d'amour pour cet entraîneur, mais ils vont chercher Roberto De Zerbi. Toujours dans la même logique, d'avoir un entraîneur de processus qui peut encore améliorer
Tactiquement, ce qu'ils cherchent à avoir, encore à prendre plus, parce que j'allais dire c'est de la post-formation, j'exagère, mais c'est des très jeunes joueurs qui sont modelables, donc à qui tu peux imprimer une empreinte. Donc tu vas chercher De Zerbi, qui est un entraîneur qui imprime son empreinte donc c'est très cohérent, ça travaille bien, c'est intelligent, c'est très cohérent, ça plaît. Et là, le plaisir absolu, Fabien Hurtzeler, 32 ans, très très jeune entraîneur, dans la même lignée. C'est fantastique. Non, justement, alors je vais justement vous donner quelques faits et quelques situations par rapport à Brighton. On parle donc de la promotion en Premier League 2016-2017 lors de la saison sous la direction de Chris Hughton. Brighton a terminé à la deuxième place du Championship, assurant ainsi sa montée en Premier League après 34 ans d'absence. La promotion a été scellée le 17 avril 2017 grâce à une victoire 2-1 contre Wigan avec des buts de Glenn Murray et Solly March. Ensuite, on a 2017-2018 pour leur première saison, ils finissent 15e, qui assure leur maintien. 2018-2019, le club a terminé 17e, évitant de justesse la relégation. 2019, donc 2020, sous la direction de Graham Potter, on en a parlé, Brighton a progressé pour finir 15e, donc il se passait 17e à 15e. 2020-2021, le club a terminé 16e, consolidant sa place en Premier League, donc là ça fait déjà quelques années qu'ils sont pensionnaires de Premier League. 2021-2022, Brighton a atteint la 9e place sous son meilleur classement en Premier League jusqu'alors. 2022-2023, le club a continué sa progression en terminant à la 6e place, se qualifiant ainsi pour les compétitions européennes. 2024-2025, donc là c'est l'actuel, sous la direction de Fabien Hurtzeler, nommé entraîneur en novembre 2024, Brighton a connu une transformation significative. À la date du 29 mars 2025, donc à la date où on enregistre le podcast, le club occupe la 7e place en Première Ligue avec 12 victoires, 11 matchs nuls et 6 défaites. Hurtzeler, le plus jeune entraîneur permanent de l'histoire de la Première Ligue, a mis en place un style de jeu intense et offensif, inspiré des tactiques de Jürgen Klopp. Sous sa direction, Brighton a enregistré des victoires notables contre des équipes comme Manchester City et Manchester United. Pas mal. Voilà, quand même, pour dire que... Alors, moi je vous dis les gars, je vous donne mon avis, on va dire, mon avis subjectif forcément. J'ai eu la chance de visiter le stade de Brighton, j'ai eu la chance d'être à Brighton. Brighton qui est en fait une ville qui se situe en bord de mer. Voilà, c'est pour ça qu'aussi que Brighton a une mouette comme étant le running thème. Et puis c'est une ville donc qui vit aussi le foot. Le stade est magnifique. Une super ambiance les gars. Les gens qui sont là-bas sont souvent en fait, il y a souvent des derbies de ce côté-là de l'Angleterre, parce qu'on parle aussi de Southampton, de Bournemouth, de Portsmouth. Donc tout ça, toutes ces équipes-là sont un peu sur la même côte. Donc là, on parle du sud de l'Angleterre. Brighton, c'est vraiment une équipe qui fait plaisir. Il y a aussi effectivement American Express qui injecte aussi pas mal d'argent, il faut le dire aussi, qui permet aussi d'avoir des joueurs. Moi, je me souviens Brighton avec des joueurs, on va dire, pas emblématiques, mais c'est vrai qu'ils ont vraiment apporté beaucoup de choses avec justement Pascal Gross, Izquierdo. Il y a eu plein de super bons joueurs. Il y avait aussi l'autre joueur, l'attaquant, que j'ai le nom qui m'échappe maintenant, c'est pas grave. Danny Welbeck. Danny Welbeck qui a connu son renouveau ensuite à Brighton. Donc vraiment, c'est des super bons joueurs, une super bonne équipe et surtout un jeu très attrayant. Là, on vous a dit quelques faits, quelques matchs, mais je pense qu'à mon avis, Prophet, tu vas pouvoir nous éclairer avec un peu plus de tes statistiques. Alors, je vais en donner une parce qu'on a l'impression, on a un peu tendance à prendre Brighton comme des petits poussets, pas de budget. Heureusement que tu l'as dit. Oui, Brighton a du budget, les gars. Brighton a du budget. Si je prends ici, j'ai les transferts de cette année. Alors, attendez, bougez pas. Je les ai ici. Alors, vous avez... ça fait peur comme montant parce que vous dites... on a vraiment l'impression que c'est un petit club, mais Van Eyck, c'est 32 millions. Vous avez Joao Pedro, très intéressant d'ailleurs. Joao Pedro, c'est 50. Simon Adingra, c'est 30. Donc là, je parle des valeurs marchandes. Au niveau des transferts, c'est peut-être moins, mais les valeurs marchandes, vous avez vraiment une équipe qui a monté en valeur. Les dépenses, ils avaient une balance de moins 229 millions. Quand même. Ça parle, c'est pas une balance qui est on peut se permettre quand on a un petit club. Voilà, c'est vraiment une équipe qui, en dehors du montant des transferts, parce qu'on sait qu'en Première Ligue, ça exagère énormément. C'est souvent surpayé, c'est souvent beaucoup trop. Mais c'est des transferts extrêmement bien sentis.
Exemple, on parlait Il y a de une idée de jeu, il y a un processus on derrière. parlait de c'est Danny clair. Welbeck à l'époque, je sais pas si tu t'en rappelles, vu qu'on est tous vieux ici, mais Danny Welbeck à l'époque est décrié complètement. On pense qu'il est fini. Il arrive à Brighton, il fait des très bonnes saisons. On a typiquement Yacouba Minte dernièrement. On a Kaoru Mitoma. Bien sûr, quel joueur. Mais quel joueur. Et là, Énorme. c'est vraiment, il faut rendre coup de chapeau aux mecs qui font aux scouts, parce que Kaoru Mitoma, c'est vraiment un superbe transfert. C'est fantastique. Il y a Mats Wiefer dernièrement aussi que je trouve très très bon, qui est venu du Feyenoord. Carlos Baleba, super joueur du LOSC, venu là-bas. Ils ont Tariq Lamptey qui était à Chelsea, qui est un jeune prospect de Chelsea qui est super intéressant. Enfin voilà. Il y a vraiment des transferts où vous dites, ok, c'est très cher payé, souvent c'est peut-être même surpayé, mais par contre, qu'est-ce que c'est bien senti? Et je rappelle aussi, par exemple, je vous donne quelques noms comme ça, James Milner qui est un joueur d'effectif de collectif. Voilà, je pourrais vous faire toute la liste. Il y a vraiment, des gens qui travaillent très bien à Brighton. Je connais pas l'arrière-salle, comme on dit, je connais pas les financements, je sais pas si c'est American Express, si c'est, je sais pas, mais une chose est sûre, c'est que ça bosse très bien. La preuve, c'est que Chelsea va chercher, à l'époque, quand il y a Boehly qui arrive, ils vont chercher les mecs de Brighton pour leur structure, notamment pour le repérage, les transferts, etc. Donc ils vont chercher la structure de Brighton. Ils achètent pas mal de gars de Brighton. Pourquoi? Parce que Brighton, oui, ça travaille très bien, ça continue à très bien travailler, ça continue à utiliser les data correctement, ça continue à être malin sur le marché des transferts, ça continue à avoir une idée de jeu. Franchement, je trouve aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je trouve Brighton extrêmement sexy dans ce que ça propose à tous les niveaux, quoi. Tous les niveaux. Notamment, un exemple tout bête, Joao Pedro qui vaut, selon Transfermarkt, encore une fois, 50 millions. Il faudrait juste voir où ils vont le chercher. Je crois que c'est à Wolverhampton, si je dis pas de bêtises. Non, c'est à Watford, pardon. C'est à Watford. Watford. C'est à Watford, ouais. Et ils vont le chercher pour 32, 34. Et il y a une plus-value. Il y a une plus-value qui est faite. Il y a plus-value. Après, vous me dites, voilà, encore une fois, Ils ont justement réussi à mettre en contribution grâce au jeu, grâce à la mentalité, etc. Toutes les qualités du joueur. Oui, mais tu me dis plus-value, certes, mais vous dites 32 millions, c'est énorme. Je veux dire, pour un club, c'est des montants exorbitants. Pas pour la première ligue. Et je trouve qu'à 32 millions pour un joueur comme Joao Pedro, c'est bien senti. Je trouve que c'est bien senti. Ils en feront une plus-value, il partira certainement à un moment donné. Mais encore une fois, Brighton, c'est beaucoup ça. C'est pas du trading parce que c'est pas comme Chelsea. On en parlera un jour de Chelsea, les gars, vous inquiétez pas. Mais où c'est vraiment du trading pur, où on essaie vraiment d'acheter pour revendre, où même si c'est 6 mois, c'est pas grave. Ils essaient vraiment de construire quelque chose. Et s'il y a moyen, évidemment, parce qu'ils ont quand même besoin de remettre leur balance peut-être un peu plus équilibrée, on vendra, mais on va pas déséquilibrer l'équipe, on va pas déséquilibrer le collectif. On a vraiment envie d'être protagoniste dans cette première ligue et d'aller chercher ces places européennes. Franchement, c'est comme tu l'as dit, le jeu de Hurtseler est beaucoup plus direct que celui de De Zerbi et de Potter, mais c'est vraiment à chaque fois c'est un plaisir de voir Brighton. Oh, c'est clair. Est-ce que tu as vu le match contre City? Ouais, le 2-2 là. Qu'est-ce que t'en as pensé dans les grandes lignes en fait, c'est compliqué de juger parce que c'est vrai que City n'est pas c'est pas le City, c'est pas le meilleur City qu'on connaît. On sait que Guardiola a quelques soucis ces derniers mois avec l'équipe. Ça, c'est un autre sujet. Mais City reste City. Voilà. Même City à 50%, c'est très, 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 très fort. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de voir une équipe comme Brighton, justement, pouvoir imposer son jeu, même face à une équipe de City qui a pour habitude de plutôt garder le ballon, de venir fixer l'adversaire, d'être un peu dominant dans le jeu. Ils ont quand même réussi à faire en sorte que City se mette en difficulté et ne réussissent pas à imposer leur jeu. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé le fait que Brighton n'ait pas peur et que on appelle ça mano à mano. Donc ils ont joué à mano à mano. Mais pour quelques stades du match, on a quand même de toute façon évidemment 60% de possession de balle. À ce niveau-là, les gars, 60% de possession de balle, c'est énorme. Avec expected goals de 2,11 pour Brighton et 1,77
pour City. Donc ça veut dire que Brighton a quand même eu plus d'occasions que City et ils finissent par marquer le 2-2 parce qu'il y a un but contre son camp. Donc vous voyez ce que je veux dire. Donc après il y a le penalty aussi d'Haaland qui intervient à la 11e minute. Forcément ça conditionne le match. Faut surtout pas oublier qu'il joue à Manchester aussi. Donc tout ça, ça à prendre en compte. Moi personnellement, je m'attendais à un jour de match comme ça parce que c'est vrai que Brighton est très sexy dans leur match. City n'est pas super en vogue en ce moment, enfin ces derniers mois, et ce qui fait que ça a donné un 2-2 quoi. Alors effectivement, c'est comme tu l'as dit, et c'est encore une fois, c'est pas le City qu'on a l'habitude de voir, c'est pas une équipe malade non plus, c'est une équipe qui est capable de faire des résultats, même si évidemment Guardiola a mis la barre tellement haute qu'une saison normale, c'est une très mauvaise saison pour lui. J'ai trouvé, comme tu l'as dit, que le match, les deux équipes se regardent les yeux dans les yeux. Brighton, encore une fois, ne met pas le bus derrière, essaye de jouer à des joueurs qui sont capables d'aller affronter. Et un football qui se ressemble énormément d'ailleurs. Hein. Je trouve que City et Brighton ont un peu la même, pas la même idée exactement, mais c'est dans la même lignée et c'est là où vous vous dites c'est quand même très intéressant. Il y a aussi l'importance des coups de pied arrêtés puisque Brighton marque sur coup franc. Un coup franc magnifique d'ailleurs, poteau but fantastique. City marque le premier sur penalty. Voilà, c'est des situations où vous avez à peu près des équipes qui... j'aime pas dire ça, qui jouent de la même façon, mais qui sont, encore une fois, comme Mayence la semaine passée dont on parlait. On va dire dans le même profil, en fait, c'est ça. C'est ça, c'est un football qui va à 10 000 à l'heure, c'est un football qui est encore une fois protagoniste, je pense, ça c'est mon mot de la semaine, hein. J'ai gagné à Paris, je devais le placer 5 fois. Non mais c'est vraiment ça. Aujourd'hui, le football est devenu ça, est protagoniste, est très offensif avec... tu sais, ces relances à 3 avec les deux pivots qui défendent la transition à 5 et on se retrouve en surnombre à l'avant. C'est énormément de ça. Mayence qu'on a vu la semaine passée, c'était aussi ça. Et il y a une arme dont on parle pas souvent, hein, que Guardiola a utilisé énormément avec son City et qui n'était pas utilisé énormément avant, c'est le centre, entrée de surface dans le coin, deuxième poteau. Il y a un but annulé dans la 5e minute. Ouais, bien sûr. À la 5e minute, Brighton, il y a un but annulé. C'est exactement ça. C'est un débordement côté droit. Centre très fort depuis l'entrée de la surface au deuxième poteau. Voilà, c'est vraiment... j'allais dire un football de transition. Oui, c'est un football de transition. Oui, c'est vrai. C'est un football de transition. C'est un football dominant. C'est ça. Où ils essaient de mettre un peu l'adversaire sous pression, d'être dangereux dans ce qu'ils font, être un peu pragmatique aussi dans les opportunités de ballon qu'ils ont, et puis pas en fait c'est le contraire d'une équipe qui a peut-être une possession stérile. C'est ce genre de profil d'équipe qui font en sorte que tu arrives qui arrive à faire en sorte que tu puisses vraiment apporter des résultats dans ton équipe. C'est là que ça devient intéressant, parce que là j'aimerais t'entendre sur un sujet, parce que et c'est le coach à qui je m'adresse. Alors attention, je mets ma casquette de coach, vas-y. Mets ta casquette de coach. On parlait justement de la possession stérile parce qu'on n'est pas capable de faire des différences. On n'est pas capable d'aller contre des blocs bas et peut-être casser l'organisation. Est-ce que ça ne sera pas le retour? Attention, hein, là je vais dire une dingue. Est-ce que ce ne serait pas le retour petit à petit pour pouvoir faire des différences dans ces 30 derniers mètres, pour pouvoir faire des différences par exemple dans l'axe, avec des équipes qui défendent très compact dans l'axe, des joueurs de 1 contre 1 qui sont capables d'éliminer en 1 contre 1 pour casser une ligne, pour casser un bloc et amener quelque chose de différent contre des blocs bas. Est-ce que ce serait pas peut-être le retour de ça? On voit notamment avec l'Espagne où, alors c'est pas forcément des dribbleurs fous comme à l'époque, mais on passe beaucoup par Nico Williams, par Yamal qui sont capables de faire des différences 1 contre 1. Est-ce qu'on va pas revenir à un football un peu plus comme ça, où on va demander aux joueurs un peu partout sur le terrain, c'est peut-être ça la différence, un peu partout sur le terrain, notamment dans l'axe, de faire des différences en 1 contre 1 si jamais on joue contre un bloc défensif bas et qu'on doit amener quelque chose de plus. Peut-être. C'est très intéressant ce que tu viens de dire, parce qu'en fait c'est vrai que par exemple Nico Williams et Yamal sont très forts dans ce qu'ils font, mais ils sont très forts dans ce qu'ils font à partir du moment où ils ont de la place.
Parce qu'en fait, Williams, je l'ai remarqué aussi la dernière compétition internationale qu'on a vue, dès que tu joues contre un bloc bas, le joueur est un peu perdu. Parce que c'est des joueurs qui aiment, qui aiment mordre la ligne, qui aiment bien prendre des espaces, qui aiment bien avancer avec le ballon. Donc si maintenant le football revient à des blocs bas, je pense qu'à mon avis, la solution, elle se fera pas forcément dans des 1 contre 1. Parce que quand tu as un bloc bas, même si l'adversaire réussit son 1 contre 1, tu as souvent un autre joueur en couverture, et c'est ça qui fait que un bloc bas soit solide défensivement, c'est qu'ils sont assez compacts, donc même quand tu as des lignes qui sont cassées, tu as de toute façon un autre joueur qui vient te mettre la pression et qui vient casser la ligne de passe ou casser la ligne de dribble. Donc à mon avis, pour la solution, ça c'est le coach qui parle, c'est justement que mon avis les gars, je pense qu'à mon avis la solution pour jouer contre des équipes qui jouent bloc bas, il y en a plusieurs. Soit on essaye je vais y arriver, soit on essaye d'un peu plus loin, voilà, d'avoir la finalisation d'un peu plus loin, donc des 20-25 mètres, et là il te faut des joueurs qui soient habiles de leurs pieds, soit il te faut plus de présence physique au niveau du box avec des joueurs qui gagnent des duels aériens avec des centres, soit si l'adversaire ne fait pas autre chose qu'être en bloc bas, tu peux essayer de les surprendre en étant toi-même très bas avec des joueurs de couloir qui peuvent prendre les espaces comme on revient avec Lamal et Williams. Typiquement, si je joue contre une équipe qui est très très basse, peut-être que je prendrai le risque de les attendre et puis ensuite moi d'avoir l'espace de placer une contre-attaque. Donc le 1 contre 1 sur un bloc bas, il vient de toute façon, c'est de toute façon une idée qui vient, mais très sincèrement, je pense pas que ce soit la solution. Ça c'est mon avis. Donc pour toi, on va pas avoir le retour des joueurs capables d'éliminer en 1 contre 1, ça va rester un peu dans ce schéma-là où on est beaucoup plus loin d'un football beaucoup plus épuré, quoi. À mon avis, oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, une perte de balle, elle est vue comme étant le sacrilège ultime. Tu vois ce que je veux dire ? Et tu le vois déjà, c'est pour ça qu'on parle souvent de possession stérile, tu le vois déjà, les joueurs créatifs quasiment ils osent même plus quasiment faire la passe clé, tu vois, tellement ils ont peur de perdre le ballon. Tu sais, ces espèces de passes transversales qui cassent les lignes en profondeur, etc. Quasiment plus personne l'a fait. Aujourd'hui, tu vas la faire à partir du moment où tu vois que le collègue, il a de l'espace devant lui. Sinon, tu ne la fais plus, tu ne la fais pas. Si tu vois que la ligne de passe, elle n'est pas forcément ouverte, tu vas essayer de chercher un autre espace ouvert. Les équipes, tu vois, il n'y a plus personne qui prend le risque de faire justement cette passe-là. Parce qu'à partir du moment où tu fais la passe et que ça ne réussit pas, parce que c'est de toute façon une passe risquée, c'est soit une passe qui donne une occasion de but, soit une passe que tu perds, vu que les joueurs qui le font et qui perdent le ballon sont obligés de transition, remet, position, gegenpressing, ça va de nouveau demander un effort physique à l'équipe. Et donc en fait cette passe-là, à moins que tu sois vraiment 100% sûr de la faire, tu ne la feras pas. Et la même chose pour le dribble en fait, à moins que tu sois vraiment 100% sûr de passer, et tu ne l'es jamais. Voilà, je suis désolé, même que ce soit Lamal ou Mbappé ou n'importe qui, t'es pas sûr à 100% de passer. Donc tant que tu n'es pas 100% sûr de passer, tu vas pas forcément l'envisager de le faire. Après c'est clair que imagine, tu es en un contrat et que derrière, il n'y a pas de couverture, là, tu vas essayer parce que ça va te donner de toute façon une fenêtre de tir. Mais si, de nouveau, dans cet exemple-là, si tu joues contre un bloc bas, la passe risquée ou le dribble risqué, je ne suis pas sûr qu'il va venir. Alors, je suis à la fois d'accord avec toi et pas d'accord. Je m'explique. Je suis à la fois d'accord avec toi où il y a peut-être le fait de dire, voilà, on va prendre moins de risques, on va essayer moins de choses. Par contre, on va beaucoup essayer, en tout cas en ce qui concerne les équipes comme Brighton notamment, d'aller chercher la supériorité dynamique. On peut faire cette passe transversale. Avant, on allait beaucoup la chercher pour le déséquilibre. Tu sais, derrière la ligne de déséquilibre, on va chercher ça, on va chercher le mec qui va bouffer les espaces. Et maintenant, on s'est plutôt dit, je trouve, si le mec a la supériorité dynamique, donc il arrive lancé, sur un contrôle, même si le joueur est devant toi, sur un contrôle, je peux éliminer parce que je suis lancé, parce que l'autre est sur ses appuis, il n'arrive pas forcément. Donc, ouais, mais on peut la chercher. Là, mais tu vois, si l'autre est sur ses appuis, si l'autre est sur ses appuis, que toi tu arrives à lancer, t'es pas dans une phase attaque-défense en bloc bas.
Là, tu es dans une attaque transition, tu es dans une attaque. Non, pas forcément, justement. Alors, il faudrait peut-être que je montre un schéma. On n'a pas l'image. On m'a demandé l'image d'ailleurs, si jamais, mais on n'a pas l'image. Mais on pourrait montrer sur un schéma. Mais disons qu'un joueur qui arrive lancé, je te donne un exemple, une passe dans l'axe, qui arrive lancé, donc une passe en l'air, dans l'axe, avec un joueur qui arrive entre les lignes, entre les deux joueurs qui arrivent et sur le contrôle poitrine va éliminer parce qu'il a la supériorité dynamique, il va pouvoir casser la ligne par son contrôle, par sa première touche poitrine pour passer la ligne. Ça maintenant on le voit beaucoup plus. Donc même sur un bloc bas, alors encore une fois c'est clair que si tu mets le bus, mais ça n'existe pratiquement plus. C'est pour ça que je voulais te demander juste après, est-ce que c'est pas la mort des blocs bas? On y reviendra, mais on est aussi capable de faire ça maintenant. Je trouve qu'on essaie vraiment de trouver des solutions pour casser ça, pour essayer d'apporter par un mouvement, une chose beaucoup plus épurée. Comme je t'ai dit, là c'est vraiment un contrôle avancé, etc. Peut-être que c'est ça l'avenir. C'est une espèce d'hybridation entre le mec qu'on avait avant, qui était capable d'imaginer et puis de faire le show à la Neymar, Ronaldinho, etc. Et peut-être le football un peu plus épuré qu'on a aujourd'hui. Il faut peut-être trouver un juste milieu pour pouvoir trouver la solution. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, la mort du bloc bas, pas sûr. T'y crois pas trop? J'y crois pas trop parce qu'en fait, tu prends les championnats où il y a un gap énorme entre les trois premiers et le reste du championnat. Il y en a plusieurs. Championnat portugais, championnat même français, on va dire. Championnat, enfin, voilà, ce genre de championnat où tu as quand même, on va dire, 3, 4, max, 5 équipes qui peuvent éventuellement prétendre à une place européenne, puis les autres sont juste là pour se maintenir. Quand tu as un 15e qui joue contre un 3e, un 16e qui joue contre un 2e, un 11e qui joue contre un premier, etc. De toute façon, tu auras de toute façon le même schéma. Tu auras de toute façon l'équipe dominante et l'équipe dominée. Ça ne veut pas forcément que l'équipe dominée va perdre, mais tu auras de toute façon plus de postes pour le favori, plus d'attaques, plus de si, puis l'autre équipe devra un peu subir. Et subir dans le foot, ça veut juste dire défendre, quoi. Donc le bloc bas, je suis pas persuadé qu'il va mourir. Mais défendre, tu peux aussi défendre en avançant. Tu peux défendre en avançant, mais quand tu as en face de toi une qualité peut-être technique individuelle supérieure, si tu défends en avançant, tu laisses des espaces derrière toi, donc plus d'espace pour les joueurs qui sont normalement c'est ça, c'est ça, c'est la théorie des supériorités. Il y a 5 supériorités dans le foot. Il y a supériorité numérique, technique, relationnelle, etc., etc. Donc ouais, c'est clair, tu dois contrer la supériorité dynamique par un placement, la supériorité technique par tes placements. Tu dois compenser, clairement. Maintenant, disons que avant, quand on disait compenser par le placement, on pensait à bloc bas. Et moi, c'est ça que je me dis peut-être qu'aujourd'hui ça a changé. Toi, tu penses pas? Et je comprends pourquoi tu le penses pas. Je comprends ton idée, je pense qu'à moyen terme, on va arriver dans une espèce de balance entre. Mais est-ce que tu l'espères? En fait, c'était plutôt ça la question, c'est est-ce que tu espères la mort du bloc bas? Oui, alors évidemment, en tant qu'amoureux du foot, évidemment que je veux des 1 contre 1, je veux des dribbles, je veux des courses, je veux bien sûr, évidemment que oui. Je veux des risques, je veux du spectacle, moi. Voilà, j'ai payé mon billet 50 balles, les gars, je veux que ça court, je veux que ça dribble, évidemment. Après, tu sais, il y a beaucoup de gens qui regardent plus le foot à cause de cette raison, justement. Qui disent, mais regarde un match, ça m'emmerde, je m'endors. Bah ouais, parce que, comme dirait l'autre, Guardiola a cassé le football. C'est un autre débat. Mais ce que je veux dire par là, c'est vrai que si t'as pas cet œil un peu... pas besoin d'être un expert du foot, juste voilà, tu as fait du foot, tu aimes bien voir comment l'équipe réagit, même si tu prends, en fait c'est ça, si tu prends plaisir à voir une équipe défendre, je pense que tu prends plaisir aujourd'hui à regarder le foot. Maintenant, si tu te concentres uniquement sur les buts en bicyclette et puis les petits ponts de Neymar, c'est compliqué de trouver un tout bonheur, je pense. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'on tient aussi, nous, on tient à parler des clubs peut-être, ça c'est peut-être nouveau, c'est-à-dire que vous avez des clubs comme, encore une fois, c'est un certain budget, mais Brighton, Mayence, des petits clubs entre guillemets, qui maintenant, et c'est ce qui nous encourage peut-être à en parler, qui osent en fait. Et oser dans le foot, ça a créé beaucoup de choses, ça crée du spectacle, et finalement c'est tout ce qu'on veut. Et c'est pour ça qu'on se dit qu'il y a vraiment... Il y a du positif, c'est encourageant et on espère vraiment qu'on aura plus de
hype, quoi, plus envie de regarder le foot. Et je pense que malheureusement pour nous, les histoires de créer une Super League, machin, je pense que les instances tout en haut se trompent de combat, qu'ils ont très peur que le foot soit moins populaire. Le foot, les gars, le foot ne sera jamais moins populaire. C'est le sport populaire par excellence. Vous inquiétez pas, c'est simplement que oui, on va peut-être arrêter de regarder tout en haut et on va peut-être s'intéresser à des clubs peut-être un peu moins hype qui proposent quelque chose de différent. Voilà, c'est peut-être ça l'avenir, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'espère. Je terminerai la rubrique internationale pas mieux que toi, Prophet. Donc, je te propose qu'on passe directement à l'outro de notre émission de ce 3e épisode. Merci d'avoir suivi Revue Foot 26. On espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cette émission que nous à la préparer. N'hésitez pas encore une fois les gars à réagir, commenter, partager vos avis sur les réseaux sociaux. Vous avez jusqu'à lundi les gars. À l'heure où vous écoutez ce podcast, peut-être qu'il sera lundi, peut-être qu'il sera plus tard que lundi. Et là ce sera trop tard. Encore pour participer à notre concours pour gagner le maillot du FC Bâle Shaqiri les gars. Vraiment un maillot de légende. Faut préciser, maillot original de Shaqiri les gars. C'est maillot pas... original de Shaqiri, FC Bâle, les gars, vraiment un maillot de légende. N'hésitez pas à venir sur le post Revue Foot 26 sur Instagram. Partagez vos avis sur les réseaux sociaux, à réagir, commenter, vraiment. Les gars, suivez-nous par rapport à ce qu'on fait. C'est vraiment un truc qu'on a envie de grandir avec vous. Je pense que c'était important de vous dire les gars qu'on est vraiment impliqués dans ce projet, qu'on a envie de vous retrouver toutes les semaines, qu'on se hype à essayer de partager la passion qu'on a et pour ça juste merci les quelques personnes qui nous suivent, vraiment merci et merci encore pour tous ceux qui vont venir par la suite. Moi j'ai envie qu'on se retrouve en tout cas la semaine prochaine avec encore plus d'actu, encore plus d'analyse, encore plus de passion footballistique. Le mot de la fin au Prophet. Regardez des matchs de foot, les gars, c'est un plaisir. Regardez les matchs de foot, les gars, c'est un plaisir. Moi, d'ici là, je vous souhaite vraiment, portez-vous bien. Vive le foot, vive Prophet, vive Revue Foot 26. Vive et vive notre projet, les gars. Vraiment, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite encore une excellente semaine. À bientôt, les gars. Ciao. À bientôt. Ciao, ciao.